Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, toujours dans la partie Surfacing matériaux. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup plus en détail des textures procédurales. Et pour vous imaginer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue toutes les textures procédurales proposées par Blender. Et dans des prochaines vidéos, on mettra ça en pratique et on fera vraiment des matériaux concrets en utilisant ces textures procédurales. Donc ce sera par exemple du métal, du bois, de la pierre, du plastique, des tissus, etc., etc. Ça vous permettra de voir un petit peu tous les possibles avec des textures générées procéduralement. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle texture procédurale? Je vais vous montrer un exemple très rapide et vous allez très vite imaginer la chose. Donc je vais faire un nouveau matériel comme ceci. Avec Shift A, je vais rajouter une nouvelle texture que je vais appeler Noise et je vais l'afficher par exemple dans ma base color. Et voilà ce qui se passe si je passe en haut à droite dans le Material Preview Mode. On a bien une sorte de génération qui est créée par Blender. J'insiste bien sur le mot génération parce que ce n'est pas une texture que l'on va venir exporter de l'extérieur du logiciel. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est quoi? C'est que c'est un algorithme qui va générer une texture procéduralement en suivant du coup différents facteurs, différents paramétrages. Donc le premier avantage, c'est qu'on ne va pas avoir de répétition. Vous voyez, si je change par exemple la taille de mon noise, vous voyez bien qu'il y a une sorte d'algorithme qui génère, alors ça ressemble un petit peu à un nuage par défaut, ouais, mais avec ce noise là, on peut faire plein de choses. 80% des textures qui vous entourent, vous pouvez presque le gérer uniquement avec du noise. C'est assez magique. Vous pouvez même le rajouter en surcouche pour mixer différentes textures, etc., etc. On verra tout ça au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est assez passionnant, je trouve. Et là, vous voyez, on n'a aucune répétition de visible. Pourquoi? Parce que c'est un algorithme qui génère la texture et ce n'est pas une texture qui va être répétée X fois. Donc, si on télécharge une texture de noise sur Internet qui n'est pas ce qu'on appelle seamless. Donc, on va voir des répétitions qui vont se créer sur mon objet. Donc ça, c'est le gros avantage de la texture procédurale, c'est qu'on a plein de paramétrages qui sont exposés comme on a ici, on les verra juste après, et qui permettent de définir la précision de la génération, la taille de celle-ci, à quel point je vais rajouter par exemple de la distorsion ou autre. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Donc on n'est pas dépendant d'un espace fini, c'est vraiment une génération qui pourrait être infinie. Donc quelle que soit la taille de votre objet, ça marche super bien. Autre point positif, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser ce qu'on appelle des UV. Alors les UV, c'est une notion qu'on verra un petit peu plus tard quand on fera des travaux un petit peu plus pratiques, où on mélangera à la fois des textures procédurales et non procédurales. Mais globalement, les UV, c'est un dépliage qui permet de passer d'un espace 3D à 2D, comme une texture. Donc on aura vraiment des vidéos dédiées à ça parce que c'est une partie assez complexe à comprendre dans un premier temps. Donc, le gros défaut, par contre, des textures procédurales, c'est que souvent les gens font leurs matériaux, par exemple dans Blender, ils exportent leur objet dans un autre logiciel comme Unity, Unreal Engine, Houdini, n'importe quel autre logiciel, et ils ne retrouvent pas forcément leurs matériaux. Alors pourquoi? Parce que déjà, première chose, exporter un shader, c'est pas si simple. Chaque moteur de rendu a une interprétation bien spécifique, bien différente qui lui est propre en termes d'interprétation et de réalisation d'un shader. Si vous prenez un shader Cycle, c'est que vous voulez l'exporter pour V-Ray par exemple, pour Karma, pour Unreal Engine ou autre, vous allez avoir des problèmes. Parce que ce que Blender appelle Base Color, Metallic, Roughness et Wear Alpha, peut-être que notre moteur de rendu a d'autres noms. Peut-être que la Base Color c'est une diffuse, peut-être que la Base Color c'est un albedo, donc il y a plein de noms qui sont parfois similaires, mais les données ne sont pas exactement les mêmes. Donc chaque moteur de rendu va vraiment compiler son shader avec une manière bien spécifique. On arrive un petit peu à retomber sur nos pattes quand on conserve des matériaux dits PBR, donc avec souvent, si on est sur un workflow Metalness Roughness comme on a ici, c'est assez simple, on a Base Color Metallic Roughness normal. Globalement, on n'a que ça comme information principale. Mais ensuite, on a toujours des surcouches. Dès qu'on commence à toucher à de la transmission, à de la réfraction, à de la réflexion, on a des choses qui peuvent un petit peu varier. Mais là, c'est d'autant plus le cas que quand on utilise du coup des textures images, on peut facilement les réimporter d'un logiciel à l'autre, parce que les textures, c'est quoi? C'est des pixels, donc c'est interprétable par n'importe quel logiciel de 3D ou de 2D. Par contre, les textures procédurales comme le noise, là, on est un petit peu plus embêté. Si je veux exporter mon shader avec ce noise-là, mais peut-être que vous avez un algorithme de noise qui existe dans Unreal Engine, mais c'est pas exactement le même. Donc ce node noise, je ne peux pas l'exporter pour un autre logiciel. Donc là, on a des textures qu'on appelle le baking pour convertir ma texture procédurale en vraie texture bitmap, donc une matrice de pixels avec des valeurs, mais on perd du coup le côté dynamique, le côté procédural vraiment de la texture. Donc ça, c'était pour une introduction globale. Vous verrez, les travaux pratiques vont vraiment nous aider à comprendre comment ça fonctionne derrière.
Donc on va passer en revue un petit peu toutes les textures procédurales, comme ça vous aurez l'intégralité du champ des possibles, et au fur et à mesure je vous donnerai des petits tips, des petits cas d'utilisation en fonction des textures. Alors où trouver les textures procédurales proposées par Blender? Donc c'est pas compliqué, je vais faire Shift A, là vous n'avez peut-être pas tout ça, notamment la partie d'en bas, ne faites pas attention, on va aller dans Texture, et là c'est tout ce qui est un travail sur les textures, qu'elles soient procédurales ou non. Donc là il y a déjà des nœuds qu'on connaît et qu'on va pas forcément utiliser aujourd'hui, par exemple le Image Texture, ça ce n'est pas une texture procédurale. C'est vraiment une texture qui vient de l'extérieur. Pareil, Multiple Images et Image Sequence, c'est des textures non procédurales qui viennent vers l'extérieur. Donc globalement, aujourd'hui, on va voir le Prick Texture, le Checker Texture, le Gradient Texture, le Magic Texture, le Noise Texture, le Voronoi et le Wave. C'est les principales et c'est ce qu'on va utiliser la plupart du temps. Donc chacun a éventuellement des buts spécifiques. Vous allez voir qu'à partir d'une texture procédurale, on peut éventuellement retomber sur une autre texture, mais tout ça, ça peut être assez intéressant. Donc je vais d'abord commencer par le brick texture. Quand j'ajoute mon node, vous voyez que j'ai beaucoup plus d'informations comparé à mon noise de tout à l'heure. Beaucoup plus d'entrées et éventuellement, souvent on a deux sorties, on a color, factor. Color, ça va être une valeur en RGB, factor, ça va être une couleur en noir et blanc. Donc une valeur, pardon, en noir et blanc plus numérique. Souvent, c'est un float allant entre 0 à 1, la plupart du temps quand on utilise des textures. Donc, je vais afficher avec CTRL-SHIFT-clic gauche, je passe même pas par le principal BSDF, c'est pas très grave. Et là, voilà ce que j'ai. Alors, de suite, là, vous vous dites, ok, ça, c'est pour faire des murs de briques. Oui, mais pas que. Pas que parce que l'avantage des textures procédurales, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des paramètres qui vous sont exposés pour pouvoir modifier un petit peu tout. Donc, si on passe en revue tout ça, donc, j'ai d'abord l'offset. L'offset qui est à 0,5, ça veut dire qu'une ligne sur deux, enfin chaque ligne, pardon, je vais me décaler d'un certain offset, ce qui crée ce fameux décalage de une ligne sur deux où on a un parallélisme. Donc si je prends mon offset et que je le décale, voilà ce qui se passe. Gros avantage également des textures procédurales, c'est que je vois en temps réel ce que ça donne dans Blender. Donc si je veux quelque chose qui est aligné, je peux le faire comme ça. Si je veux quelque chose qui est un petit peu décalé, mais de 0,6 par exemple, je peux le faire comme ça. Et là, vous voyez très bien que, du coup, avec une texture qui ressemble à ça, ben, je suis pas forcément obligé de faire un mur de briques. Là, on voit un petit peu tout le potentiel. Je pourrais faire, par exemple, je sais pas moi, une grille sur quelque chose, des sortes de carrelage, plein de choses comme ça. Donc imaginons que je le remette à 0,5 comme c'était de base. Le frequency, c'est justement le nombre de lignes à partir desquelles on va effectuer ce décalage. Vous voyez que si je mets 3, je vais avoir à chaque fois 2 lignes sans décalage, puis à la troisième, bam, le 0,5. 2 lignes sans décalage, à la troisième, 0,5. Donc ça, c'est la fréquence à partir desquelles je vais faire mon offset. Donc là aussi, vous voyez que grâce à ça, on va pouvoir obtenir plein de choses. Par exemple, pour une sorte de faïence qu'on aurait sur le bord d'une salle de bain ou autre, ça peut être ultra intéressant. Ça évite de faire le travail à la main. Et c'est le genre de choses qu'on va éviter de modéliser parce que c'est assez lent, c'est assez laborieux et c'est pas évolutif. Là, le côté procédural de la texture, c'est quand même ultra intéressant parce que c'est dynamique. J'ai ensuite le squash qui permet d'étirer plus ou moins la ligne qui va être impactée par l'offset. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et par défaut, c'est impacté par l'offset parce qu'on a deux valeurs similaires qui sont de 2 et 2. Mais là, vous voyez, c'est pareil. J'ai la fréquence de mon squashing. Donc en fonction de ça, éventuellement, je vais pouvoir obtenir des lignes qui sont étirées. Et là, vous voyez, au fur et à mesure, on va rajouter un petit peu d'aléatoire dans ma texture procédurale qui, par défaut, semblait relativement simple. Ensuite, j'ai deux valeurs de color. Donc color 1, color 2. Donc ça, c'est tout simplement les couleurs. Donc imaginons qu'on va faire une sorte de faïence sur le bleu et allez, bleu foncé et vert. Voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez, là déjà on commence à avoir un pattern qui est totalement différent. Le mortar, c'est le mortier, donc c'est tout simplement ce qui va séparer mes bouts de faïence. Alors j'appelle ça faïence, mais ça peut être vraiment ce que vous voulez. On pourrait très bien faire un mur de briques avec ça, et du coup partir sur des tons un petit peu plus rouges, un petit peu plus marron. Le mortier, moi je le veux par exemple blanc, c'est très bien. Ensuite j'ai l'échelle. Donc le scale, échelle, c'est quelque chose que vous allez retrouver quasiment systématiquement sur toutes les textures procédurales proposées par Blender et par d'autres logiciels de 3D. C'est la taille, c'est l'échelle de génération. Donc plus je vais baisser mon échelle, plus celle-ci va être grande. Alors ça, c'est un petit peu contre-intuitif, mais en gros, il faut vous dire que là, je réduis mon espace de génération, donc du coup, ma génération est beaucoup plus large. Et si j'augmente mon échelle, j'augmente non pas la taille de mes motifs, mais j'augmente l'espace de génération. Et là, vous voyez, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, vous voyez, on n'a pas vraiment de pattern qui se répète. Donc je pourrais vraiment avoir quelque chose de très petit et je n'aurai aucun souci à ce niveau-là. Donc moi, je vais mettre par exemple une échelle à 5 comme c'était au début, c'était très bien. J'ai ensuite la taille du mortier, donc ça va être la taille des petits interstices présents
entre les éléments. Donc là, j'appuie sur Shift en même temps pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. J'ai le Mortal Smooth, alors attendez, Smoothness ou Smooth? Smooth, voilà, qui permet d'adoucir ce petit dégradé. Donc si je le mets à 0, j'ai quelque chose de très brut. Et si j'augmente ça, vous voyez que je vais avoir une sorte de dégradé. Et ça va m'être utile, par exemple, si je veux faire une sorte de chamfer, donc qu'on pourrait simuler avec de la normale sur mes éléments pour avoir quelque chose qui n'est pas brut, mais qui est un petit peu adouci. J'ai le Bias qui permet de driver un petit peu tous les indices de ma couleur. Donc si je mets à 0, je vais avoir à -1, pardon, j'ai vraiment, c'est une sorte de factor entre les deux couleurs d'en haut. J'ai que ma couleur 1 qui va être présente. Si je mets à +1, j'ai que ma couleur 2. Et en fonction de ça, je vais pouvoir influencer. Donc si je me mets à 0, j'ai un aléatoire entre les deux couleurs, tout simplement. J'ai la largeur de mes fameuses briques et j'ai la hauteur de celle-ci. Donc je pourrais très bien simuler une faïence carrée si je mets 0,5 et 0,5 par exemple. J'aurais la même largeur et hauteur. Donc ça fonctionnerait. Et là, vous imaginez un petit peu le potentiel. Je peux faire plein de choses avec ça. Donc je vais faire comme c'était tout à l'heure, voilà, par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Et avec ceci, si vous l'avez compris, là je peux faire déjà plein de choses. Je pourrais très bien mettre par exemple baisser la roughness, et là vous voyez qu'on aurait déjà quelque chose qui réfléchit un petit peu à la lumière. Et ce qui va être intéressant, c'est que j'ai deux sorties. J'ai ma color et j'ai mon factor. Et le factor, mine de rien, vous voyez, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'il me met en noir tous les éléments colorés et en blanc uniquement le mortier. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi? Si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, mais la roughness par exemple. Imaginons que j'ai envie que mon matériel reflète uniquement la lumière là où j'ai mes fameux carreaux. Mais là, c'est parfait. Parce que je veux une roughness de 0 là où j'ai des carreaux et une roughness de 1 là où j'ai du mortier parce que je ne veux pas que mon mortier réfléchisse la lumière. Donc si j'affiche mon shader, si je mets mon facteur dans ma roughness, regardez ce qui va se passer. Hop là, j'ai uniquement des réflexions là où j'ai mes carreaux, et à mes endroits blancs ici, sur le joint de mes carreaux, je n'ai pas de réflexion, donc ça c'est super. Et mon facteur, je peux également l'utiliser pour autre chose, pour la normale. Donc si je rajoute un node qu'on appelle bump, qui permet de convertir du noir et blanc en normal map, je peux relier mon facteur à ma hauteur, ma normale à ma normale. Je vais devoir baisser un petit peu l'intensité, parce que là c'est trop, mais je peux obtenir quelque chose, vous voyez, qui ressemble à ceci. Et là, j'ai déjà un premier shader très rapide qui pourrait être utilisé pour faire un mur de faïence. Et l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai fait ce travail, tout ça, c'est dynamique. Je peux changer mon offset en temps réel, je peux changer ma fréquence, donc par exemple, je vais mettre 2, voilà, si je veux quelque chose qui ressemble à ça. Je pourrais changer après coup ma couleur, avoir plutôt des tons un petit peu de rouge, par exemple. Voilà, rouge-orange si j'ai envie. Et tout ça, on peut le faire procéduralement, sans avoir à changer tout le traitement qu'on a après. Donc ça, c'était la première texture procédurale, c'est le Brick Shader. Vous allez voir que sur les autres, on va aller assez vite, mais là, ça me permettrait déjà d'introduire globalement les principes fondamentaux des textures procédurales. Ensuite, on a le shaker texture. Le shaker texture, il peut ressembler un petit peu au brick, mais vous voyez, il est beaucoup plus concis. Lui, il a 3 valeurs. Il a color 1, color 2, scale. Color 1, vous l'aurez imaginé, c'est la couleur numéro 1, donc on va mettre du blanc par exemple comme ceci. Color 2, c'est la couleur numéro 2, donc je vais mettre par exemple du noir. Et scale, c'est mon échelle. Donc là, par exemple, pour faire un échiquier ou quelque chose de très rapide qui ressemblera à ça, c'est ultra pratique. Pour faire du carrelage également. Donc plein de possibilités qui s'offrent à vous, et surtout qu'on va pouvoir mélanger toutes ces textures. Et là, vous allez voir un petit peu tout le potentiel quand on fera les travaux pratiques. Donc ça, c'est pour le shaker texture. En entrée également, j'ai 2 colors. Donc rien ne m'empêche de mettre par exemple dans mon color 1 une texture que j'importerai, mais je pourrais mettre, et là vous allez voir un petit peu le niveau d'abstraction qui est possible de faire avec les textures procédurales. Si je mets mon brick texture et que je mets dans color 1, vous allez voir que c'est uniquement dans ma color 1, dans ce qui était blanc anciennement, qui va être converti, qui va être projeté avec un brick texture. Et là, vous imaginez un petit peu, c'est un petit peu de la récursivité. Donc on va projeter une texture qui elle-même est définie par une texture, qui elle-même est définie par une texture. Et là, on peut tomber sur des choses ultra complexes. Et vous allez voir que si on veut faire des shaders avancés, ça va être complexe. Mais les possibilités, du coup, sont totalement infinies. Et c'est ça qui est ultra intéressant. D'accord? Donc ça, c'était pour le shaker texture. Ensuite, on a par exemple le gradient texture. Comme le nom l'indique, ça permet de faire un dégradé. Alors, ce qui est un petit peu compliqué avec ce node, c'est que ce qu'on a visuellement, c'est pas forcément ce qui va être interprété si on rajoute une couleur. Les dégradés noir et blanc, ils sont souvent pas forcément représentatifs. Là, on a l'impression qu'on a un noir très très brut et beaucoup de blanc sur ma texture. Vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Donc, on a plusieurs algorithmes de propagation, de diffusion de mon gradient de texture. Par défaut, en linéaire, je pourrais passer en quadratique.
Là, j'aurai un dégradé qui semblerait un petit peu plus smooth, mais c'est pas forcément le cas. On a du easing qui est un fondu de ce dégradé. On a un diagonal qui est plus en diagonale. On a du spherical qui là est plus sphérique en termes de dégradé. Quadratic sphere qui est un petit peu l'équivalent du easing mais sur le spherical. Et on a le radial qui est un dégradé radial qu'on voit pas forcément sur un plane mais qui peut être utile dans 2-3 cas de figure. Si je passe en linéaire, si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, vous avez compris qu'avec un gradient texture, avec un color ramp, pardon, avec un color ramp, je vais pouvoir éventuellement modifier l'influence de ce gradient. Donc ça peut être ultra intéressant pour faire des masques par exemple. Et je peux surtout coloriser ce dernier. Donc si je veux un dégradé qui va du vert comme ceci au bleu, ben, je peux facilement le faire avec mon dégradé. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui fait beaucoup plus smooth que le noir et blanc qu'on avait au début. Et rien ne m'empêche, comme d'habitude en temps réel, de changer ici l'influence de mon dégradé. Et automatiquement, il va interpréter les notes d'après. Donc ça, c'est vraiment la force d'une texture procédurale, c'est qu'il permet de faire plein de choses. Et donc, pareil, je vais vous montrer autre chose qui est un petit peu compliqué à comprendre au début, mais qui va vous permettre de faire plein de choses intéressantes. Si je mets par exemple un shaker texture, comme ceci, ben rien ne m'empêche de définir l'échelle avec le facteur de mon dégradé. Et du coup, alors là, effectivement, ça ne va pas ressembler à grand chose, donc je vais plutôt le mettre sur une couleur, par exemple. Allez, mettons-le sur une couleur. Là, vous voyez, je vais avoir mon dégradé qui va être projeté uniquement à l'endroit où on a certains types de couleurs. Voilà, comme ceci. Donc, je vais pouvoir mélanger des textures, je vais pouvoir hériter de certaines valeurs. Donc là, j'aurais aimé vous le montrer avec un scale, mais en fait, c'est pas si simple. Il faudrait retrafiquer les valeurs, mais ça, on verra vraiment sur des cas beaucoup plus concrets comment ça fonctionne, comment définir même des vecteurs ou autres à partir d'un dégradé. Donc là, vous voyez, ça fait des choses qui vous paraissent peut-être un petit peu floues pour le moment, mais en gros, on va pouvoir définir un vecteur par rapport à un dégradé. Donc là, il reconvertit un petit peu le noir et blanc en vecteur. C'est pour ça qu'au début, les valeurs me permettent d'avoir quelque chose très large. Au fur et à mesure, je vais avoir des bandes de plus en plus fines à partir de ce dégradé. Donc on peut faire vraiment plein de choses en modifiant un petit peu les textures, en mettant des entrées dans des sorties, etc. etc. Mais ça, vous inquiétez pas, on le verra plus tard dans des cas beaucoup plus concrets. Donc le dégradé qui peut être utile pour plein de choses. Pour faire des masques, pour faire des transitions entre des textures, pour faire plein de petits trucs comme ça. Les US textures, on va pas le voir aujourd'hui, ça c'est des textures pour les lights, pour avoir des densités non linéaires sur un spot par exemple. Image texture, on le connaît déjà. Magic texture, le magic texture, ça permet par exemple de faire des sortes de tissus. Donc là pour le moment, vous dites ok, c'est un petit peu abstrait, ça ne sert pas à grand chose. On a un niveau de profondeur qui est le depth qui va à chaque fois rajouter une surcouche en termes de profondeur. Vous voyez, donc on a vraiment un effet particulier qui se crée. Mais si je me mets par exemple en depth 0 et que j'affiche le factor, bah avec ça, je vais pouvoir, par exemple, créer des sortes de tissus. Donc si, alors là, pour le moment, ça ressemble effectivement pas à grand-chose. N'oubliez pas, toujours avec un color ramp, que vous pourriez modifier l'influence de ma texture pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc voilà, ça peut éventuellement être intéressant. En temps réel, je peux augmenter la DES et vous voyez que j'ai vraiment un niveau d'abstraction supplémentaire qui va se créer. Donc juste avec ça, les possibilités, pareil, sont infinies. Là, je pourrais faire des choses très abstraites. Je pourrais même rajouter un petit peu de distorsion si je le souhaite. Voilà, donc pour faire des sortes de métaux. Donc imaginons que là, j'ai du métallique à 100% avec une roughness et que je mette ça sur ma normal map. Donc comme tout à l'heure, on va rajouter un node de type bump. Je vais mettre ma color sur ma hauteur, ma normale sur ma normale, baisser un petit peu l'intensité à 0,1. Et voilà, je pourrais avoir des motifs sur du métal qui marcheraient très très bien. Et on va pouvoir l'utiliser également, comme je disais tout à l'heure, pour créer des sortes de tissus, donc en colorisant un petit peu les informations et en modifiant certaines valeurs. Donc ça aussi, on verra des travaux pratiques dessus. Et ça peut être utile pour créer des sortes de toiles, parce que ça, en fait, ça ressemble très rapidement à une sorte de toile de tissu qui serait tressée ou autre. Et quand on fait beaucoup de répétitions, si on rajoute un petit peu de couleur sur ça, ça permet très facilement d'obtenir des mailles de tissu. Donc ça peut être intéressant. C'est ce que j'utilise à chaque fois que je dois faire, par exemple, je sais pas, des serviettes, des vêtements, toujours une sous-couche ou une surcouche de ça pour mélanger une texture voulue. Donc ensuite, alors Principal BSDF, je vais le replacer, hop là, comme c'était par défaut. Et maintenant, on approche des textures les plus utilisées, notamment le noise. Noise, Voronoi et Wave, elles sont ultra utilisés. Notamment le noise texture, donc on le verra à la fin. Le Voronoi. Le Voronoi, ça ressemble à ceci. Là, vous voyez que de suite,
on a plus de sorties. On a distance, on a color et on a position. Alors pourquoi on a tout ça? Parce que le Voronoi, non seulement il va nous servir de générer des textures, mais son indication de color et de position, ça va nous permettre aussi de générer des sortes, ce qu'on appelle des islands, des areas, des zones où on va faire des traitements spécifiques dessus. Mais comme tout à l'heure, avec ça par exemple, on pourrait très bien faire une sorte de faïence, une sorte de carrelage, plein de choses avec ça. Parce qu'en plus, j'ai une valeur de randomness qui est ajustable ici. Par défaut, si ma randomness est à 0, j'ai des carrés parfaitement alignés. Si j'augmente un petit peu, vous voyez que j'ai de la randomness qui apparaît. Donc ça, c'est une notion un petit peu plus avancée. Nous, on va s'attarder vraiment sur le distance. Le distance, ça permet d'obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Le Voronoi est encore plus complexe que les textures qu'on vient d'avoir jusqu'à présent, parce qu'en plus d'avoir des paramétrages présents en bas, notamment l'échelle, le détail qui permet de rajouter une surcouche un petit peu de noise sur ma texture, la roughness, donc ça vous connaissez, ça va rajouter une sorte de grain pour rajouter de la rugosité à ma texture, la cunarity qui va permettre d'avoir une sorte d'abstraction supplémentaire d'interprétation de ma texture, et la randomness qui permet d'avoir quelque chose plus ou moins aléatoire. Mais grâce à tout ça, on va pouvoir obtenir plein de types de shaders. Là, on pourrait utiliser par exemple ce Voronoi pour faire ce qu'on appelle des caustics. Les caustics, c'est quoi? C'est, pour vous montrer une image qui fonctionne très rapidement la plupart du temps chez les gens, c'est ce que vous avez l'été au fond des piscines. Vous voyez ces sortes de réfractions de lumière? Ben, ces caustics, c'est très lourd de les calculer sur du vrai path tracing en 3D par Blender ou par d'autres logiciels de rendu, c'est extrêmement lourd. Donc souvent, on les simule, on les fake un petit peu, c'est un petit peu de la triche. Mais souvent en 3D, on va faire de la triche pour obtenir des résultats. Et grâce à ce type de texture, on va pouvoir obtenir. Là, normalement, ce pattern-là, ça vous parle un petit peu, ça vous rappelle normalement ce qu'on a ici. Alors, si vous voulez le voir un petit peu mieux, je pourrais rajouter un color ramp, brider un petit peu tout ça, comme ceci. Tac, là, regardez si je bouge. Imaginez ça au fond d'une piscine, notamment les parties vraiment très blanches. Et normalement, ça vous rappelle un petit peu ça. Mais le Voronoi, je peux l'utiliser pour plein de choses. Par exemple, c'est là où vous allez voir un petit peu tout le potentiel des textures procédurales. Si je mets une randomness à 0 et que je remets un petit color ramp, avec ça, je vais pouvoir faire une grille. Donc si je prends mon color ramp, que je mets ici, que je modifie un petit peu mes valeurs, comme ça, regardez ce qui se passe. Tac, je pourrais très bien obtenir une grille avec mon Voronoi. Je pourrais obtenir un pattern totalement différent. Voilà, d'autres motifs qui ressemblent à ça, uniquement avec le Voronoi. Donc ça, c'est vraiment la puissance des textures procédurales. Je peux changer en plus le scale, je peux changer les détails si j'ai envie, je peux changer ma roughness, je peux changer ma lacunarity, je peux changer ma randomness si je veux rajouter à nouveau un petit peu de random. Donc tout ça, c'est grâce aux textures procédurales. Donc le Voronoi, je vous disais qu'il était un petit peu particulier parce qu'il avait plein d'algorithmes. D'abord, on va pouvoir les définir s'il a une dimension, deux dimensions, trois dimensions. Je vais pouvoir y définir différents algorithmes de sortie. Donc j'ai du F2, je vais vous les afficher au fur et à mesure. J'ai du F2, j'ai du Smooth F1. Alors là, ça vous paraît peut-être pas tout à fait concret, mais sachez que ça, c'est d'autres algorithmes de génération. Donc il va vous permettre d'obtenir d'autres résultats totalement différents. Là, vous voyez ça, je vais pouvoir, à partir de ça, faire des sortes de rochers au sol, des pavés ou autres, un petit peu cartoon, très stylisés. Donc tout ça, c'est rendu possible grâce au Voronoi, donc c'est quand même ultra intéressant. Vous voyez, en rajoutant un détail, ça par exemple, ça pourrait faire une sorte de sol craquelé, si je le colore bien, si je mets un petit peu de displacement dessus. Plein de choses qui sont possibles. Donc vous pourrez fouiller un petit peu tout ce qui est présent dans cet algorithme, sachant que si je repars sur du F1, en plus en dessous, j'ai un sous-algorithme. Donc il va définir comment est calculé les distances de mon Voronoi ou autre. Donc j'ai plein de choses qui sont possibles et cette texture-là est vraiment cool. C'est une des plus utilisées pour plein de choses. Alors oui, là je me suis mis un color ramp. Hop là, ça donne une valeur clampée. Mais voilà ce qu'on pourra obtenir. D'accord? Donc là, ça pourrait être des trucs abstraits, ça pourrait être des trucs un petit peu plus concrets. Plein de choses. Et en fonction de ce que je choisis en algorithme, j'ai des valeurs qui vont changer. Par exemple, le exponent, juste ici, n'était pas présent avant. Exponent, vous voyez ce que ça fait? On va passer d'un espace très défini sur le Voronoi de base à quelque chose qui a vraiment une projection totalement différente. Donc ce serait beaucoup trop long de tout vous montrer, mais voilà, sachez qu'avec le Voronoi, on peut faire ceci. On a également le Wave Texture. Le Wave Texture, comme le nom l'indique, ça permet de faire
petites vaguelettes. Donc là aussi, ultra intéressant. On peut définir le type d'algorithme. Est-ce que j'ai des choses verticales ou horizontales? En gros, c'est ça. C'est un petit peu plus complexe parce que ça va dépendre notamment de votre topo. Mais si je mets par exemple une UV sphere, ce sera peut-être un petit peu plus explicite. Voilà, si je passe du ring au bends, voilà ce que ça change. Donc c'est vraiment une projection différente. J'ai ensuite ici pour le coup vraiment l'axe de projection, donc je vais repasser en ligne. Donc j'ai du Y, le Z ça va rien faire là parce que j'ai quelque chose de planaire. J'ai du diagonal par exemple, bon je vais repasser un X. Ça c'est pour savoir de quelle manière on va projeter ma texture. Donc j'ai du sine, c'est vraiment c'est du sinus, donc c'est-à-dire c'est une sorte de dégradé sinusoïdal. J'ai du saw pour avoir quelque chose qui est plus en dents de scie, donc comme ça, bam bam bam. Et vous voyez que ça pourrait être utile par exemple pour faire des sortes de stores ou de volets en bois, plein de petites choses comme ça. J'ai des triangles où là pour le coup ça va vraiment être un petit peu comme le sin mais beaucoup plus sharp. Voilà, j'ai plein d'algorithmes qui sont présents. J'ai l'échelle de celle-ci, j'ai la distorsion, j'ai le détail, si je veux rajouter des détails autour. Et là vous voyez que de suite, on passe sur quelque chose qui est totalement différent. Ça, je pourrais l'utiliser pour faire des textures de dunes de sable vues de très loin. Je pourrais l'utiliser pour, par exemple, faire du bois, donc vraiment les nœuds d'un bois. J'ai plein de détails que je peux rajouter également avec la roughness juste ici. Et j'ai mon phase offset qui va me permettre également d'animer, si je le souhaite, ma texture. Donc si je veux faire des sortes de vagues qui avancent, ben, je pourrais très bien utiliser quelque chose qui ressemble à ceci. Et ça, en le colorant, si je fais un petit color ramp, je vais mettre un principal VSDF. Mais je pourrais très bien obtenir, bah, par exemple, je sais pas moi, comme je vous disais tout à l'heure, une sorte de bois nervuré. Alors ça manquera énormément de détails, mais voilà. Vous voyez, on pourra obtenir des choses hop là, qui ressemblent à ceci, uniquement avec une texture toute simple. Je peux rajouter plus ou moins de distorsion. Et vous voyez, si je rajoute trop de distorsion, on tombe sur quelque chose qui est totalement différent. Là, ça pourrait faire, je sais pas, du liège, quelque chose de métallique par exemple. Donc si je prends ceci et que je mets du metalness à 100%, que je baisse ma roughness un petit peu, vous voyez, j'aurai vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Donc si je mets ça sur ma roughness, voilà. Vous voyez, je pourrais avoir plein de choses différentes. Donc à partir d'une texture, c'est libre cours à votre imagination. Et sachant qu'on n'a pas encore vu comment mélanger les textures, mais vous allez voir le plein potentiel quand je vais vous montrer qu'on peut mélanger un petit peu tout ça. Et là, j'ai toujours mon phase offset, par exemple, si je veux animer, par exemple, ceci. Donc pour faire de la lave, on pourrait utiliser ça pour faire une animation d'eau, pour plein de petits trucs. Et enfin, je crois qu'on a fait le tour, il manque le noise qui est le plus intéressant. Noise texture, il peut paraître anodin cet outil-là, cette texture de noise, mais celle-là pour le coup, vous l'avez présent sur tous les logiciels de 3D parce qu'il va nous permettre de générer plein de choses. Non seulement il va nous permettre de générer des éléments, il va nous permettre de mélanger des éléments, il va nous permettre de briser certaines répétitions, il est utilisé pour faire du scattering, il est utilisé pour faire de la génération de textures, il est utilisé pour plein de choses. Un petit peu comme le Voronoi, j'ai plusieurs types d'algorithmes. Par défaut, on est un FBM. Il y a par exemple le multifractal qui existe. Il y a alors le multifractal, au passage, qui permet d'obtenir un petit peu ce qu'on avait sur l'ancien Musgrave. Personne n'aime le Musgrave, qui a disparu. Mais vous voyez, grâce à ça, là, si je zoome, l'avantage également, que je n'ai pas dit, mais le procédural n'a pas de résolution. Le procédural, vu qu'il est généré aléatoirement, je pourrais zoomer à l'infini, je n'aurai jamais de perte de qualité. C'est ça qui est ultra intéressant. Mais des fois, de loin, le pattern va bien fonctionner. Mais là, de proche comme ça, ben ça pourrait très bien être du crépi, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être un sol avec de la terre. Donc si je prends ceci et que je le colore un petit peu, donc toujours avec un color ramp, n'oubliez pas, c'est pour ça que le color ramp, j'ai insisté dessus, il est ultra important. Ça va me permettre, par exemple, d'avoir un sol, voilà, un sol de terre. On va le faire à peu près comme ça. Tac. Voilà, très facilement. Et je pourrais rajouter des éléments intermédiaires si je le souhaite pour avoir des variations sur ma couleur. Voilà, par exemple. Bon, c'est pas très bien fait, il faudrait vraiment le travailler, mais si je mets ça hop là sur un principal BSDF, voilà ce qu'on pourrait obtenir comme texture très rapidement. Et l'avantage, c'est que c'est procédural, donc je peux changer tout ça. Pareil, l'exemple le plus concret à chaque fois, c'est sur quelque chose qui est métallique. Donc si je mets du métallique avec voilà, quelque chose qui ressemble à ceci, que je le mets sur ma roughness, et je vais même le mettre sur la base color. Je mets les deux. Voilà ce qu'on pourrait obtenir très facilement.
Donc ça, c'est quand même ultra intéressant. Et c'est très confortable de pouvoir faire ça avec du noise et non pas avec une image qu'on va télécharger sur Internet. Parce que là, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc si je reviens sur... Alors, il y en a plusieurs, je vous laisserai un petit peu regarder. On a le multifractal qui permet d'abord de générer une première couche et ensuite de rajouter des détails ou de la roughness à l'intérieur de celle-ci. Voilà, on a l'offset, on a le gain pour modifier tout ça, on a la distorsion. Et là, par exemple, là, moi je vois quoi? Là, je vois une texture de lave. À partir de ça, je peux facilement faire une texture de lave. Donc on a de la distorsion, on a un dégradé de noir et blanc, on a des zones plus sombres qui peuvent représenter les amas de lave un petit peu séchés. Là, j'ai quelque chose qui permet très facilement, voilà, si je fais un color ramp, là pour le coup, bon, on fera je pense un TP sur ça, mais moi là ce que je vois, c'est vraiment quelque chose qui ressemblerait par exemple, il y a quelque chose de très lumineux ici, hop là, par exemple, tac, lui un petit peu plus. Voilà, un petit peu plus comme ça. Il faudrait une pointe de rouge juste ici. Voilà. Et avec ça, je pourrais vraiment obtenir de la lave en rajoutant de l'émission sur ceci, en rajoutant plein de petites informations, et ça pourrait rendre super bien. Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux textures procédurales. Donc ça peut marcher vraiment super bien. Donc je suis parti de ça, et en le colorant, j'obtiens ceci. Donc là, il faut imaginer en mettant de l'émission de couleur, en mettant du display, ce qui va rajouter des variations, en rajoutant éventuellement... alors je peux changer un petit peu tout ça, vous voyez. Avec la roughness, je peux obtenir un petit peu moins de valeurs très, très extrêmes. Je pourrais même obtenir des trucs plus ou moins cartoon en baissant éventuellement aussi ici les détails. Et voilà ce que je pourrais obtenir. Donc ça, c'est ultra intéressant. Donc le noise texture, vous pouvez faire de la lave, vous pouvez faire du bois, vous pouvez faire des métaux, vous pouvez faire plein de choses, tout ce que vous voulez. Et tout ça grâce au procédural. Donc si je reviens sur mon algorithme de base, vous voyez là c'est pareil. Donc il ne m'a pas trop détruit ce que j'avais fait. Je pourrais vraiment obtenir un résultat assez intéressant. Donc là j'ai fait de la lave, mais on pourrait très bien faire autre chose avec ça. Hein. Il n'y a pas de contrainte et il n'y a surtout pas de limitation. Je pourrais repasser sur une distorsion à 0, bouger un petit peu la linearity, changer la roughness si je veux plus ou moins de détails. Pareil, les détails qui vont rajouter des surcouches de génération, le scale, voilà, plein de petites choses. Je pourrais faire des bulles, je pourrais faire... Bon, les exemples ne manquent pas pour le procédural. Donc voilà, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. Normalement, je vous ai présenté toutes les textures procédurales présentes dans Blender. C'est un petit peu abstrait pour le moment, j'en ai conscience. Dès la prochaine vidéo, je pense, faut que je revoie un petit peu le programme que j'avais prévu. Mais je pense qu'on va commencer à faire des matériaux de A à Z en procédural. Donc les plus simples au début, c'est des métaux un petit peu usés, un petit peu rouillés. Donc je pense qu'on fera de l'or, du bronze ou autre un petit peu usé. Je vous montrerai comment récupérer des bases de matériaux et modifier les couleurs ou autres. Je ferai aussi une vidéo sur les mélanges des textures. C'est ultra intéressant et ultra important quand vous voulez faire des matériaux avancés. Parce que là, par exemple, je pourrais très bien mélanger ceci avec, par exemple, je sais pas, du Voronoi. Allez, du Voronoi texture. Tac. Par exemple, ceci avec ceci. Donc, avec, par exemple, un mix color, je pourrais très bien lui dire, hop là, de mélanger un petit peu les deux. Et voilà ce que ça donnerait. Donc là, pour le moment, je suis en mix, mais si je passe en multiply, je vais pouvoir à partir de ma texture de base, lui dire bah, tu multiplies avec ce que tu as en dessous. Je pourrais même changer un petit peu le colorant pour avoir quelque chose de beaucoup plus brut. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Alors ça va ressembler à. Ça va pas ressembler à grand chose, mais c'est pas. Hop là, je vais inverser. Mais c'est pas très grave, c'est pour vous montrer un petit peu un exemple. Factor. Et maintenant, en sortie, si je remets mon color ramp, voilà ce que je pourrais obtenir. Donc quelque chose qui est totalement différent avec ce que j'avais avant. Je vais mélanger vraiment les valeurs. Et ça peut être ultra intéressant. Oui, je pourrais même faire des animations de ça. Enfin là, le potentiel est vraiment infini. Ok. Je pourrais également faire avec un wave texture si j'ai envie. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc le wave texture, si je mets ma color sur mon factor, voilà. Là vous voyez, c'est également assez représentatif. Je rajoute des détails, du détail scale, du détail roughness. Je vais hop là, le mettre un petit peu comme ceci. Et je pourrais faire du coup une sorte. Alors attendez, si je change un petit peu ma taille, je pourrais faire une sorte d'animation, vous voyez, d'éléments sur mes textures. Alors là, je suis en multiply, mais rien ne m'empêche de passer par exemple en mix pour un mélange global. Et j'aurai vraiment un mélange du coup de couleurs sur mes textures. Donc voilà, normalement à partir de tout ça,
vous commencez à avoir un petit peu le potentiel de texture procédurale et je pourrais même mélanger ça à des propres textures que j'importe. Donc soit que j'ai créé sur notre logiciel, soit que je télécharge sur internet. Donc ça peut permettre de mélanger des choses, de rajouter une surcouche. Si une texture manque de détails avec le noise texture, on va éventuellement pouvoir rajouter des détails. Si on voit les coupures, les répétitions de texture, pareil avec le noise texture, on va pouvoir rajouter des détails. Donc tout ça c'est ultra intéressant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire qui sera présent dans la description. Une fois de plus, je vous remercie les partenaires qui sont Oli et Instant Gaming, qui permettent de vous proposer plein de produits à coût réduit, de vous faire gagner des jeux gratuitement si vous le souhaitez sur Instant Gaming. Tous les mois, il y a un tirage au sort pour gagner le jeu de votre choix. Si ça vous intéresse également, tout sera dans la description. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.